Et maintenant, l'invitée de la matinale, elle a été entre autres ministre du Travail d'Emmanuel Macron, mais également directrice générale en charge des ressources humaines chez Danone. Elle publie chez Glénat une bande dessinée pour parler de l'avenir du travail. Bonjour Muriel Pénicaud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va évidemment parler de cette bande dessinée que vous signez avec Mathieu Charrier, de la Cité de la BD à Angoulême, et puis des illustrations par Nicobi. Mais d'abord une question d'actualité, plusieurs même. Des organisations syndicales de la SNCF ont appelé à la grève, le trafic est perturbé. C'est la énième grève à la SNCF, notamment en période de congé ou de pont. L'ancienne DRH, l'ancienne ministre du Travail, est-elle capable d'expliquer clairement aux auditeurs de Radio Classique pourquoi la grève est une maladie chronique à la SNCF ? Alors, moi, je crois beaucoup au dialogue social. Et je note quand même qu'à la SNCF, le dialogue social a beaucoup progressé ces dernières années et qu'on a beaucoup moins de grèves, et notamment en période de congé ou de pont, que dans le passé. Donc, sur une tendance longue, je pense qu'aujourd'hui, on le note d'autant plus que c'est devenu un peu rare. Il y a une époque où c'était très fréquent. Donc moi, je salue quand même une tendance qui est au progrès du dialogue social. L'autre question d'actualité, Muriel Pénicaud, c'est celle du travail. Le 1er mai, les Français ont eu un rappel à la loi la semaine dernière et découvert une forme d'absurdité, encore que le 1er mai, un salarié n'a pas le droit d'exercer l'activité pour laquelle il est rémunéré, et un chef d'entreprise n'a pas le droit de demander à ses salariés de venir travailler, même s'ils sont volontaires. Alors, est-ce qu'il faut faire évoluer la réglementation qui appartient peut-être à un autre temps ? Le 1er mai, c'est né d'un conflit aux États-Unis en 1886, dans la région de Chicago, où des travailleurs se sont battus pour avoir la journée de 8 heures, et il y a eu un massacre. Donc, c'est quelque chose qui est symboliquement très fort dans la plupart des pays du monde. C'est un symbole très fort. Après, aujourd'hui, je pense que c'est plutôt bien qu'il y ait un 1er mai temps sur pause. Ça fait du bien à tout le monde quand même, un temps sur pause dans cette société où on court tout le temps. Il y a des professions qui sont autorisées, donc il peut y avoir un débat avec les partenaires sociaux sur les professions autorisées. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que le débat doit avoir lieu. Vous avez une conviction, vous, là-dessus, ou pas ? Moi, j'ai une conviction, c'est qu'on a des choses beaucoup plus importantes à discuter sur le futur du travail. Excusez-moi. Mais non, on va y venir, je comprends la question. Et que, parce que vraiment, le travail va être bouleversé bien au-delà de ces questions-là. Alors justement, imaginez que vous rencontriez aujourd'hui, en tant qu'autrice de bande dessinée, cette bande dessinée qui s'appelle « Travailler demain », le futur du travail vu par 13 personnalités. Imaginez que je vous confronte à des salariés d'ArcelorMittal. Oui. Eux, ils ont une vision du futur de leur travail qui est tout à fait particulière. Et vous en avez une autre à plus long terme, mais que peut leur dire quelqu'un qui a réfléchi à ça avec 13 autres personnalités qualifiées? Alors, quand avec Mathieu et Nicobi, on a fait cette BD, on s'est passionné, on s'est amusé, mais on a surtout essayé d'ouvrir un débat. C'est pour ça qu'on a ouvert la parole. On a donné la parole à 13 personnalités. Alors, c'est très varié. Ça va de Christine Lagarde à Philippe Martinez, de Marie-Lise Léon à Benoît Bazin, le patron de Saint-Gobain, Sophie Bellon, la patronne de Sodexo, Thierry Marx, Aurélie Jean sur les algorithmes, Moussa Camara sur l'insertion, etc. Et le sujet de l'évolution de l'industrie et de l'évolution du travail, il est très présent parce que on est en plein là-dedans dans les restructurations qu'on voit aujourd'hui et qu'on verra demain. C'est que 50 à 80% des métiers vont être profondément transformés du fait de l'intelligence artificielle, de la transition écologique et de l'évolution des chaînes de valeur au plan mondial. Et ça veut dire que pour nos enfants, par exemple, d'aujourd'hui, 65% des jobs qu'ils vont faire dans leur vie n'existent pas aujourd'hui. Donc, on ne pourra pas protéger l'emploi tel qu'il est. Le sujet, c'est comment on permet à chacun et à tous, demain, d'avoir un avenir et si possible, un travail moins répétitif, plus épanouissant, plus juste, avec du meilleur partage de la valeur. C'est toutes ces questions qui sont posées. Mais on ne peut pas figer l'instant. On n'a jamais pu le faire dans l'histoire. Mais là, la vitesse et la rapidité et l'ampleur des évolutions qui sont devant nous demandera encore plus des systèmes qui protègent tout le monde, qui protègent chacun.
qui lui donne les compétences pour évoluer, mais qui ne peut pas protéger l'emploi tel qu'il est, parce que beaucoup vont disparaître ou vont se transformer. Alors je reviens à la question de la désindustrialisation et à mes salariés d'ArcelorMittal ou à n'importe quel ouvrier qui se fait du souci. Prenons un ouvrier de l'automobile. Hein. Oui. Dans le Figaro aujourd'hui, vous avez 2 grands patrons de l'industrie automobile qui sont inquiets pour l'avenir de ce secteur. Une des solutions pour l'industrie, c'est d'anticiper. C'est-à-dire, et on l'a vu les 40 dernières années, il y a des groupes industriels qui ont su anticiper des fermetures d'ateliers, des fermetures d'usines et engager des plans de reconversion. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Quelle est la condition pour que ça fonctionne et que les syndicats de salariés soient pas pris au dépourvu et que les directions entament avec eux bien longtemps avant la fermeture d'un site industriel des plans de reconversion. Ça existe. Thomson l'a fait, Philips l'a fait. Vous avez des grands groupes industriels qui l'ont fait à l'abri de grèves, de mouvements sociaux terribles, avec beaucoup de souffrances locales à la clé. Alors, dans la BD, par exemple, Marie-Lise Léon rappelle le conflit de l'IP. Philippe Martinez montre quand il est, après avoir été secrétaire général de la CGT, quand il est revenu chez Renault pour travailler quelques mois, à quel point tout avait été bouleversé dans l'automobile. Mais on a aussi des exemples d'anticipation. La clé, c'est quand même le dialogue social, mais l'anticipation. Benoît Bazin, donc le PDG de Saint-Gobain, montre comment le secteur de la construction dans le monde est complètement transformé par la transition écologique. Ils ont entrepris une transformation il y a plusieurs années et ils ont qui va du fournisseur jusqu'au client final en passant par la production, par la logistique. Alors il emmène Soraya, notre héroïne fictive dans la BD, il l'emmène en Inde, il l'emmène voir ces chantiers-là. On a un autre exemple d'anticipation avec la MEIF. Pascal Dumerger est aussi un de nos personnages, si j'ose dire. Un des grands témoins de cette bande dessinée. Un des grands témoins de la bande dessinée et qui montre comment, avec l'intelligence artificielle, on va avoir un rapport différent au client, mais il faut garder l'humain, parce que finalement, ce qui est répétitif et transactionnel, on peut le faire par l'IA, et la valeur va se déplacer sur l'humain. En tout cas, c'est le pari qu'on peut faire. Ça, c'est des mutations qui se font pas en 5 minutes, comme vous le dites. Et donc, anticiper, travailler dès maintenant, former tout le monde dans les entreprises, à l'IA, à la transition écologique, prendre en compte les effets démographiques, le vieillissement de la population, il y aura moins de jeunes, ils n'ont pas les mêmes aspirations. Prendre tout ça à bras-le-corps maintenant, c'est ce qui va permettre d'anticiper, d'accompagnement ces bouleversements du travail. Si on attend que la vague arrive, ça sera un tsunami. Si on anticipe, si on accompagne, au contraire, il y a quand même des solutions. Il y a des entreprises qui le font et ça marche. Comment expliquer ça à des commerçants dont les clients vont maintenant sur Temu, sur Shein, sur Amazon évidemment, ils regardent les prix, ils regardent les modèles, ils vont les essayer chez les commerçants et ensuite ils les commandent sur Internet. Vous avez beaucoup de commerces en centre-ville qui sont un peu en panique aujourd'hui. Ça date pas d'hier, il y a eu le Covid, il y a eu évidemment l'explosion du secteur de la vente à distance. Là encore, autant les grands groupes industriels ont les moyens, ils ont des vigies économiques pour engager des transformations, et ça n'est pas toujours simple, on le voit dans le dialogue social parfois compliqué, mais les commerçants français, comment accompagner la mutation, comment les aider? On va pas tout fermer en centre-ville et dire aux gens mettez-vous à l'internet. Ça serait très triste pour la vie sociale. Je crois. Alors, c'est abordé de 2 façons, par Thierry Marx et par Ron Oswald. Thierry Marx en parle parce qu'il est non seulement chef étoilé... Toujours dans la BD. Toujours dans la BD. C'est un Thierry Marx de bande dessinée. Moi, je suis scénariste, metteur en scène d'une BD, et donc je ne parle des personnages réels de ma BD. Vous les avez vraiment rencontrés? On les a vraiment interviewés, c'est vraiment leurs propos, ils les ont validés, et en plus... Que dit Thierry Marx alors? Thierry Marx, lui, il donne l'exemple de l'hôtellerie-restauration, parce qu'il est président de la fédération, qui montre comment des sites comme Booking.com et autres on tue une partie ou endommage une partie de l'hôtellerie-restauration. Parce que pour un prix qui est plus intéressant pour le consommateur et en plus une facilité de réservation. En fait, la BD emmène Soraya et Thierry Marx chez Google, au siège de Google aux États-Unis. Et en gros, si les commerçants ne payent pas cher aux plateformes, ils sont référencés tout en bas. Donc en clair, ils ont même pas les clients de l'internet. Donc là, le sujet, c'est quel rapport de force, quelle négociation on peut avoir avec eux, parce que c'est des algorithmes basés aux États-Unis ou en Chine. Donc, mais donc il faut quand même s'organiser pour ces sujets-là, parce que sinon, effectivement, il y a une lente érosion du petit commerce, et c'est abordé d'une autre façon par Ron Oswald. Alors Ron Oswald, il n'est pas connu en France, mais ça a été le secrétaire général de
tous les syndicats dans le monde de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc, l'expérience. Et il montre comment, et là c'est pour le consommateur, en bout de chaîne, quand vous achetez quand vous demandez à être livré en 24 heures, eh bien, ça veut dire que les transporteurs qui sont ukrainiens, afghans, etc., ils vivent dans leur camion pour $300 par mois, et que en bout de chaîne, sur le produit agricole, eh bien, il y a des gens qui sont exploités. Il y a encore 160 millions d'enfants qui travaillent dans le monde. Donc, il montre aussi la responsabilité qu'on a. Tout n'est peut-être pas urgent et qu'on achète tout dans l'urgence sur Internet. Il y a des choses qui sont valables. D'autres, il faut savoir que ça contribue à une chaîne de valeur qui renforce plutôt les inégalités au plan mondial. Est-ce que parmi toutes les personnalités que vous avez rencontrées et qui constituent les personnages de cette BD, de cette itinérance de cette jeune reportrice qui va les interviewer, est-ce qu'ils vous ont dit il va falloir travailler plus pour financer nos systèmes sociaux, nos systèmes de solidarité? Non. Quelle est la musique qu'il faut entendre sur les cadences de travail en France et en Europe? Oui, alors en fait les pays ont des situations très différentes, parce qu'il y a des pays où on travaille, j'allais dire, trop, quand on est encore à 12 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc ils sont moins centrés sur l'actualité franco-française. On a une particularité en France qui est qu'on travaille autant dans l'année mais moins d'années, mais en même temps on a peu le choix et c'est des systèmes un peu rigides, et je ne vais pas rentrer sur le système de répartition et de capitalisation, mais enfin on a un système de retraite qui n'est pas viable et qui du coup amène beaucoup de tensions tant qu'on ne l'aura pas réformé au fond. Par contre, ce qui montre, c'est que par exemple sur le temps de travail, le sujet de l'égalité homme-femme est un sujet très important. Christine Lagarde en parle, Isabelle Rome en parle. Tant qu'on n'a pas donné les mêmes conditions de capacité économique aux femmes et aux hommes, ce qui au passage amène beaucoup de performances dans les entreprises. Les entreprises paritaires sont plus performantes, plus innovantes, plus résilientes. C'est prouvé par des tas d'études dont plusieurs sont citées. Tant qu'on n'a pas fait ça, tant qu'on n'a pas réglé aussi le problème inverse, qui est de croire que la présence physique, c'est le temps de travail. J'entends par là que... J'allais y venir. J'entends par là qu'elle montre l'exemple, Christine Lagarde, quand elle était dirigeait un grand cabinet d'avocats internationaux. Les hommes, ils restaient bien jusqu'à 8-9 heures du soir. Enfin, ils glandouillaient un peu après 6 heures du soir, mais oui, c'était bon pour leur carrière. Ouais. C'était bon pour leur carrière. Et pendant ce temps-là, que les femmes allaient la crèche, les courses, le dîner, etc. Bon. Les choses ont un peu évolué. Il y a cette légende du gars qui met sa veste sur sa chaise à son bureau et qui laisse même un cigare allumé du temps où fumait au boulot. C'est une légende urbaine, mais ça dit des choses. C'est une légende urbaine, mais ça dit des choses. Donc, le sujet, on ne peut pas traiter le sujet du temps de travail si on ne traite pas le sujet homme-femme et si on ne traite pas aussi les aspirations des jeunes. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne veulent pas de CDI. Ils veulent pas forcément travailler à temps plein, ou alors ils veulent travailler à temps plein, et même beaucoup, mais après avoir 2 mois pour aller faire du sport, de l'humanitaire, du voyage, de la culture, peu importe. Est-ce qu'il faut les écouter? Est-ce qu'il faut écouter cette arrogance permanente? Je veux du télétravail, je veux ci, je veux ça, je veux faire le travail à la carte. Est-ce que c'est la solution d'écouter sans arrêt ce que disent les jeunes qui n'ont aucune expérience? Alors moi qui suis une mère et une jeune grand-mère, mon premier réflexe, ça va être dire, quand on commence à dire que les jeunes sont cons, c'est qu'on est devenu un vieux con. J'ai pas dit qu'ils étaient cons, j'ai dit qu'il fallait transmettre un peu d'expérience. Oui, et un peu d'autorité. Je provoque exprès. Je crois que les jeunes d'aujourd'hui, ils s'engagent quand c'est un mode projet et quand c'est quelque chose qui leur plaît. D'ailleurs, c'est beaucoup évoqué par Moussa Camara, par Isabelle Rome, par Aurélie Jean. Sur un mode projet, quelque chose qui les engage, oui. Alors, consommer, non. Consommer du travail, mais s'engager, oui, ensemble, toutes générations confondues. Travailler, oui, et lire la BD de Muriel Pénicaud, Mathieu Charrier et Nicobi. Il faut la lire, elle est très vivante. Vous pouvez d'ailleurs l'offrir à un jeune homme ou une jeune fille qui se demande ce qu'il fera dans l'avenir. Ça devrait trouver une belle place dans les centres d'information et d'orientation et dans votre bibliothèque. Travailler demain, le futur, vu par 13 personnalités. Muriel Pénicaud, merci infiniment. Je rappelle le nom de l'éditeur, c'est Glénat. À bientôt. Merci, à bientôt. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et Nos Esprits Libres, Cécile Cornudet et Christophe Barbier.